qu'est-ce que le pire dont on vous est accusé? J'étais enceinte de 8 mois et menottée à un lit d'hôpital pendant que des agents des forces de l'ordre me poussaient à avouer que je vendais mon bébé à naître. 2 semaines plus tôt, lors de ma fête prénatale, mon mari et moi avions annoncé que le prénom serait James Patrick. James pour mon grand-père, Patrick pour le frère de mon mari, décédé en Afghanistan. Ma belle-sœur Sandra a immédiatement eu un regard étrange. Elle m'a tiré à part et m'a pressé. « Où as-tu trouvé ce nom? Comment as-tu su pour James Patrick ?» Je lui ai expliqué la signification, lui ai montré les photos encadrées de mon grand-père et du frère de Patrick, mais elle n'arrêtait pas de demander « Mais comment as-tu su ?» Elle est partie sans goûter au gâteau. Cette nuit-là, elle nous a bloqués partout. Nous avons pensé qu'elle avait juste des problèmes personnels. Mais ensuite, je me suis réveillée au son de coups à la porte à 5 heures du matin 2 semaines plus tard. 2 policiers, armes au poing. C'est comme ça que j'ai découvert que Sandra nous avait dénoncés à l'unité de lutte contre les crimes envers les enfants. Elle affirmait que nous faisions du trafic avec notre bébé en utilisant une identité volée, qu'elle avait des preuves de nos plans pour vendre notre enfant au plus offrant. Nous avons été immédiatement séparés. Mon mari a été traîné, menotté, pendant que je criais. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais à l'hôpital pour la protection du bébé, menottée au lit comme si j'étais déjà condamnée. L'officier Mills s'est assis dans ma chambre, son arme bien visible. « Nous savons tout », a-t-il dit, tapant un dossier sur la table. « James Patrick Murphy, 6 ans, Michigan. Votre belle-sœur a documenté votre obsession pour cet enfant. Je ne connais pas d'enfant. Taisez-vous. » Il m'a montré des captures d'écran de Facebook. Ses publications sur le marché vendant des paquets doubles. C'est le code pour des bébés jumeaux. Ces acheteurs que vous avez mentionnés, nous savons ce que cela signifie. Le moniteur de ma tension artérielle a commencé à sonner, alors qu'il continuait à lire des choses qui étaient des achats pour notre bébé. L'infirmière s'est précipitée à l'intérieur. Elle est à 180 sur 120. Ce stress pourrait causer... Elle fait semblant, l'a interrompu l'officier Mills. Elles font tout ça. L'officier Lee est arrivé avec des travailleurs de la protection de l'enfance. Votre bébé sera retiré à la naissance. Vous ne le verrez jamais. Ça, c'est si vous avez de la chance et que vous n'obtenez pas la prison à vie sans libération conditionnelle. S'il vous plaît, Sandra ment. C'était des cadeaux de notre liste. Votre mari a déjà avoué, a dit Lee, essayant de se sauver. Il a dit que c'était entièrement votre idée. Soudain, mon estomac s'est noué. Une douleur vive et lancinante. Quelque chose ne va pas avec le bébé. C'est un moment opportun, a ricané Mills. Restez immobile. La douleur s'est intensifiée. J'ai senti un liquide chaud. Je saigne. S'il vous plaît, vous ne saignez pas. Arrêtez de bouger ou nous ajouterons de la résistance à l'arrestation aux accusations. L'infirmière a vérifié quand même et a haleté. Elle fait une hémorragie. Appelez le docteur Blake maintenant. Elle fait semblant. Elle a un décollement placentaire. L'infirmière a appuyé sur le bouton d'urgence. C'est potentiellement mortel. Mills a attrapé le bras de l'infirmière. Combien elle vous a payé pour dire ça? Le docteur Blake est entré en courant, a vu le sang et est devenu pâle. Jésus-Christ, depuis combien de temps saigne-t-elle? 5 minutes? Peut-être 10? Ils ne m'ont pas laissé, a commencé l'infirmière. Tout de suite, nous pourrions les perdre tous les deux. Mais l'officier Mills a bloqué la porte. Elle est en garde à vue. Elle reste ici. Alors vous signez leur certificat de décès? Docteur, a claqué Blake. C'est une urgence médicale. Permettez-moi d'appeler mon superviseur, a dit Mills lentement, sortant son téléphone pendant que je me tordais de douleur. Pas le temps, docteur, a crié Blake. Elle perd trop de sang. Le protocole est le protocole, a dit Mills en composant. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Il a commencé à laisser un message détaillé. Ma vision s'est assombrie. L'infirmière m'injectait des fluides dans la perfusion pendant qu'une autre infirmière entrait en courant avec des poches de sang. Sa tension baisse, a crié quelqu'un. Toujours en attente d'autorisation, a dit Mills, textant maintenant son superviseur. La politique de l'hôpital dit que la garde est transférée à l'autorité médicale pendant une chirurgie d'urgence, a dit l'infirmière en chef, montrant les règlements sur sa tablette. Page 47, section 3. Mills a commencé à lire la politique pendant que je criais lors d'une autre contraction. Le sang s'accumulait sur le lit maintenant. Ça a l'air faux, a-t-il dit à propos de la politique. Ça pourrait être édité. C'est sur le site web fédéral, a rugi le docteur Blake. Finalement, ils ont commencé à me faire descendre le couloir. Les officiers couraient à côté de moi. Mills n'arrêtait pas de dire à Lee « Surveillez qu'elle ne s'échappe pas ».
Elles ont parfois des complices déguisés en personnel médical. Elle fait une hémorragie, a crié le docteur Blake. Elle ne peut aller nulle part. En salle de pré-op, j'étais à peine consciente. L'anesthésiologiste a vu mes menottes. Absolument pas. Elles sont retirées pour la chirurgie. C'est un risque de fuite. Elle est enceinte de 8 mois, saigne à mort, sur le point de s'évanouir. Où irait-elle? Il a regardé mon dossier. Vous avez eu une tension artérielle au niveau d'un AVC pendant combien de temps? Ils essayèrent de la tuer? Mills a insisté pour garder un officier dans la salle d'opération. J'ai besoin d'une confirmation visuelle, pas d'évasion. L'anesthésiologiste a appelé la sécurité. J'ai besoin que l'administration de l'hôpital soit ici tout de suite. Nous avons des agents fédéraux qui interfèrent avec un traitement médical d'urgence. L'administrateur de l'hôpital est arrivé, a vu la situation, moi, pâle, saignant, à peine consciente, et a dit aux officiers « Vous pouvez rester en dehors de la salle d'opération, où j'appellerai le bureau de la responsabilité professionnelle et je signalerai une tentative de meurtre pour refus de soins médicaux. » Mills m'a pointé du doigt. Quand elle se réveillera, si elle se réveille, nous l'inculperons pour tout. Le bébé va directement à la protection de l'enfance. Aucun contact. Après cela, tout est devenu noir. Je me suis réveillée en sentant tout mon corps en feu, surtout la zone de mon estomac où il m'avait découpé. Les lumières de la salle de réveil étaient trop vives et tout semblait flou et faux. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était irritée par le tube respiratoire. Une infirmière est apparue à mes côtés et a vérifié mes signes vitaux pendant que je luttais pour former le seul mot qui importait. Bébé. Elle m'a regardée avec un mélange de soulagement et de tristesse qui m'a fait arrêter le cœur. Il est vivant, a-t-elle dit doucement. Mais il est en USIN et il est très petit. J'ai immédiatement essayé de m'asseoir pour aller le voir, mais elle m'a doucement poussé vers le bas. Le mouvement a envoyé une douleur aiguë à travers ma cicatrice. Et j'ai haleté. Elle m'a expliqué que je ne pouvais pas lui rendre visite parce que les services de protection de l'enfance avaient pris la garde et qu'il y avait une ordonnance de non-contact. Les mots n'avaient pas de sens au début. Mon bébé était vivant, mais je ne pouvais pas le voir, le tenir, ou même savoir comment il allait. L'infirmière s'est penchée plus près en ajustant ma perfusion et a chuchoté qu'elle avait documenté tout ce qui s'était passé en salle d'opération. Elle m'a dit que les agents avaient retardé mes soins de près de 20 minutes pendant que je saignais. Elle a glissé un petit morceau de papier sous ma couverture avec son numéro de téléphone personnel écrit dessus. « Si vous avez besoin de quelqu'un pour témoigner de ce qu'ils ont fait, » a-t-elle dit, « je serai là, car c'était criminel. » Elle s'est éloignée rapidement alors que des pas s'approchaient. Une travailleuse de la protection de l'enfance est entrée avec un dossier épais et un faux sourire qui m'a donné des frissons. Elle s'est présentée et a commencé à sortir des formulaires en disant que ce n'était que de la paperasse de routine sur les soins du bébé. J'ai demandé ce que les papiers disaient, mais elle a continué à éluder, disant que c'était une procédure standard et que je devais les signer immédiatement. Quelque chose n'allait pas, alors je lui ai dit que je ne signerais rien sans un avocat. Tout son visage a changé, et elle a eu un regard désagréable. Elle a dit que le refus de coopérer serait documenté et utilisé contre moi au tribunal pour montrer que je ne me souciais pas du bien-être de mon bébé. Elle a laissé les papiers sur ma table de chevet et est partie en colère. Les heures se sont écoulées dans un flou d'analgésiques et de vérification des signes vitaux. Puis, j'ai entendu des pas familiers dans le couloir et mon mari est apparu dans l'encadrement de la porte. Son œil gauche était enflé et violet et son poignet droit était dans une attelle. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans dans le temps où nous avions été séparés. Il a couru à mes côtés et nous nous sommes serrés dans nos bras et avons pleuré. Entre deux larmes, il m'a dit qu'il avait finalement été libéré sous caution après que son frère ait payé l'argent. Il a juré encore et encore qu'il n'avait jamais rien avoué, que l'officier Lee avait menti à ce sujet. Il a dit qu'il l'avait battu dans la salle d'interrogatoire quand il n'a pas avoué le trafic de notre bébé. Nous étions toujours en train de nous étreindre lorsqu'un autre officier est entré et a annoncé qu'il était là pour faire appliquer l'ordonnance de non-contact. Mon mari a semblé confus et a dit que l'ordonnance concernait seulement le bébé, pas entre nous. L'officier a dit que l'ordonnance couvrait toutes les parties impliquées et que mon mari devait partir immédiatement ou il serait de nouveau arrêté pour violation. Mon mari a embrassé mon front et m'a chuchoté qu'il m'aimait avant que l'officier ne l'escorte à l'extérieur. J'étais de nouveau seule. L'assistante sociale de l'hôpital est passée plus tard et m'a trouvée sanglotant sur mon oreiller. Elle s'est assise et m'a expliqué que j'avais droit à une aide juridique car nous ne pouvions pas nous permettre un avocat privé maintenant que mon mari avait été suspendu de son travail en attendant l'enquête.
Elle m'a aidé à appeler depuis le téléphone de l'hôpital car le mien avait été confisqué comme preuve. L'avocate de l'aide juridique au téléphone semblait jeune et dépassée, mais a promis de déposer une motion d'urgence pour les droits de visite à l'USIN. Elle a dit que cela pourrait prendre quelques jours pour obtenir une audience. 2 jours plus tard, j'ai été libérée de l'hôpital, même si je pouvais à peine marcher à cause de la douleur de la césarienne. Une infirmière m'a emmenée en fauteuil roulant jusqu'à l'entrée de l'hôpital où le frère de mon mari attendait de me ramener à la maison, puisque mon mari ne pouvait pas s'approcher de moi. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, à part mes halètements occasionnels lorsque nous passions sur des nids de poules qui envoyèrent de la douleur à travers ma cicatrice. Entrer dans notre maison, c'était comme entrer dans un tombeau. Tout était exactement comme nous l'avions laissé ce matin-là où les officiers étaient en venue. Sauf que maintenant, c'était vide et ça ne collait pas. La porte de la chambre du bébé était ouverte et je pouvais voir le berceau que nous avions monté il y a seulement quelques semaines. Les petits vêtements qui pendèrent dans le placard, le fauteuil à bascule où je prévoyais de l'allaiter. Je ne pouvais pas entrer dans cette pièce. Je ne pouvais pas physiquement me forcer à franchir ce seuil. J'ai fermé la porte et je ne l'ai plus jamais rouverte depuis. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sensation que ma poitrine allait exploser. Mon lait était monté sans bébé à nourrir. La douleur était insupportable, à la fois physique et émotionnelle. Je me tenais sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur moi pendant que je tirais manuellement le lait qui s'écoulait simplement dans le drain. J'ai pleuré si fort que j'ai vomi, puis j'ai dû tenir ma cicatrice parce que l'effort me faisait tellement mal. Je me demande ce que Sandra a pensé avoir vraiment découvert qui l'a rendue si sûre de ce soi-disant plan de trafic. La façon dont elle n'arrêtait pas de me presser sur « Comment as-tu su ?» à la fête prénatale suggère qu'elle s'était convaincue de quelque chose de spécifique. Mais Mills montrant ses publications du marché Facebook, c'est devenu ma routine toutes les quelques heures, pleurant sous la douche pendant que mon corps produisait de la nourriture pour un bébé que je ne pouvais pas nourrir. 3 jours après ma sortie, mon avocate a appelé pour dire que l'audience d'urgence se tiendrait par vidéo car j'étais encore trop faible pour me rendre au tribunal. Je me suis assise à la table de ma cuisine devant mon ordinateur portable en essayant de ne pas pleurer pendant que le juge examinait l'affaire. Le procureur a soutenu que j'étais un risque de fuite et un danger pour l'enfant. Mon avocate a souligné que j'avais failli mourir en accouchant et que je n'avais pas de casier judiciaire. Après 20 minutes de va-et-vient, le juge a statué que je pouvais avoir 1 heure de visite supervisée à l'usine quotidiennement, mais que l'ordonnance de non-contact avec mon mari serait maintenue. Il a dit que l'enquête était en cours et que c'était des mesures temporaires pour la sécurité de l'enfant. Le lendemain matin, j'ai pris 3 bus pour arriver à l'hôpital, car je ne pouvais toujours pas conduire à cause de la chirurgie. À l'entrée de l'UCN, une travailleuse de la protection de l'enfance attendait avec un agent de sécurité. On a fouillé mon sac, on m'a fouillé et on m'a fait vider mes poches. La travailleuse de la protection de l'enfance m'a suivie à l'UCN et s'est tenue juste derrière moi tout le temps. Quand l'infirmière m'a emmenée à sa couveuse, je n'ai pas pu respirer. James était si petit, peut-être 4 livres, avec des tubes et des fils attachés partout. Sa peau était presque translucide, et je pouvais voir sa petite poitrine qui travaillait si dur pour respirer. L'infirmière a dit que je pouvais le tenir et l'a soigneusement placé sur ma poitrine. Il était si léger que j'avais peur de le briser si je faisais un mauvais mouvement. La travailleuse de la protection de l'enfance est restée là à observer chacun de mes mouvements, prenant des notes sur son presse-papier sur la façon dont je le tenais, la façon dont je le regardais, si je semblais attachée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là parce que mon bébé était dans mes bras pour la première fois et qu'il était vivant. L'infirmière de l'UCN a attendu que la travailleuse de la protection de l'enfance sorte pour prendre un appel téléphonique avant de se pencher pour chuchoter que James pleurait sans arrêt depuis la naissance. Elle a dit qu'il ne mangeait bien pour personne et que les autres infirmières étaient inquiètes. Mais à la seconde où je l'ai tenu, il est devenu complètement immobile et sa respiration s'est stabilisée. Elle a pris soin de tout écrire dans son dossier pendant que la travailleuse de la protection de l'enfance était encore dehors. Le même après-midi, la mère de mon mari a appelé sur le téléphone de la chambre d'hôpital, car je n'avais pas le droit d'avoir mon portable. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre au début. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée pour Sandra et qu'il ne savait pas quoi faire. Puis elle m'a dit quelque chose qui a fait geler tout mon corps. Sandra avait fait une fausse couche il y a 4 ans à 5 mois et avait déjà choisi le nom James Patrick pour ce bébé. Elle avait fait la chambre de bébé et tout avant de le perdre. Ma belle-mère a dit que Sandra n'avait jamais cherché d'aide pour cela et avait juste fait comme si cela n'était jamais arrivé. Maintenant, soudainement, la réaction de Sandra à la fête prénatale avait un sens. Quand elle nous a entendu dire James Patrick, quelque chose a craqué dans son esprit.
Elle a pensé que nous avions d'une manière ou d'une autre volé exprès le nom de son bébé mort. La douleur qu'elle n'avait jamais surmontée s'est transformée en cette idée folle que nous vendions son bébé, pas le nôtre. J'ai essayé de le dire à la travailleuse de la protection de l'enfance, mais elle a dit que peu importaient les problèmes de Sandra. 3 jours plus tard, notre avocat a déposé des documents demandant au juge de tout rejeter en se basant sur les antécédents de santé mentale de Sandra. Elle avait des dossiers de l'hôpital sur la fausse couche et a même trouvé les vieilles publications de Sandra sur les réseaux sociaux à propos du bébé James Patrick d'il y a 4 ans. Mais le procureur a dit « hors de question ». Il a dit qu'il devait tout examiner quoi qu'il arrive parce que des enfants étaient impliqués. Ensuite, les factures ont commencé à arriver. La première était de 18 000 pour la chirurgie d'urgence. La suivante était de 12 000 pour Lucine jusqu'à présent. L'assurance a envoyé une lettre disant qu'ils ne paieraient pas à cause de l'enquête criminelle. Ils ont dit que si nous étions reconnus coupables de trafic, ils n'avaient rien à couvrir. Mon mari ne pouvait pas travailler à cause des accusations. Donc nous n'avions pas d'argent qui rentrait. Chaque jour, d'autres factures arrivaient et le total ne cessait de grimper. Pendant ce temps, j'ai appris par mon avocate que l'officier Mills avait été mis au service de bureau pendant qu'ils enquêtaient sur ce qui s'était passé pendant mon urgence. Mais l'officier Lee a été promu sergent pour son travail sur notre cas. L'infirmière qui m'a sauvé la vie en documentant tout a soudainement vu ses heures de temps plein réduites à 2 jours par semaine. L'hôpital a dit que ce n'était que des coupes budgétaires. Mais tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Une semaine plus tard, nous avons reçu une lettre d'un avocat disant que Sandra voulait des droits de grand-mère sur James. La lettre disait qu'elle avait le droit de voir son neveu et que le tenir à l'écart d'elle était cruel. Elle pensait toujours qu'il était en quelque sorte lié à son bébé perdu. Notre avocat a dit que c'était insensé, mais que nous devrions nous battre contre cela au tribunal, ce qui signifiait plus d'argent que nous n'avions pas. Lors de ma prochaine visite, je tenais James quand son moniteur a commencé à s'affoler. Il avait cessé de respirer et devenait bleu. La travailleuse de la protection de l'enfance est restée là, figée, la bouche ouverte. Je l'ai retournée et j'ai commencé à faire de la RCP pour bébé, comme on nous l'avait enseigné en cours prénatal. 5 tapes dans le dos, puis je l'ai retournée et j'ai vérifié. Rien. 5 autres tapes dans le dos. La travailleuse de la protection de l'enfance n'avait toujours pas bougé ni appelé à l'aide. J'ai continué alors que ses lèvres devenaient plus foncées. Finalement, au 3e tour, il a toussé et a commencé à pleurer. L'infirmière est entrée en courant et l'a pris pour le vérifier. La travailleuse de la protection de l'enfance a écrit dans son rapport que j'avais été agressive avec le bébé et que je n'avais pas suivi les règles de supervision. Elle a dit que je l'avais saisi sans permission et que j'avais effectué des procédures médicales inutiles. À cause de ce rapport, ils ont réduit mes visites à 30 minutes et ont dit que 2 superviseurs devaient me surveiller maintenant. Une semaine plus tard, mon mari m'a envoyé un message depuis un numéro que je ne connaissais pas. Il a dit qu'il avait emprunté le téléphone d'un collègue et m'a demandé si je pouvais le rejoindre sur le parking du supermarché. Nous savions tous les deux que c'était contre l'ordonnance de non-contact. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de le voir. Nous nous sommes assis dans sa voiture pendant environ 5 minutes, juste en nous tenant et en pleurant. Il avait l'air terrible. Il avait perdu peut-être 20 livres et avait des cernes sous les yeux. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé de ne pas avoir pu nous protéger. Je lui ai raconté que James avait cessé de respirer et comment on me punissait pour l'avoir sauvé. Aucun de nous deux n'a vu notre voisine s'arrêter à côté de nous jusqu'à ce qu'elle prenne des photos à travers la fenêtre. Elle avait déjà appelé la police pour signaler que nous violions l'ordonnance. Mon mari est parti rapidement pendant que je me glissais dans ma voiture. La police s'est présentée à notre maison 1 heure plus tard, mais mon mari n'était pas là, donc ils n'ont pas pu le réarrêter. 2 jours plus tard, notre avocate a appelé avec des nouvelles qui ont fait trembler mes mains si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Elle avait fait des recherches sur le passé de l'officier Mills et avait trouvé 6 plaintes précédentes pour usage excessif de la force et fausse arrestation, toutes enterrées par le département sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise. Elle déposait une motion pour qu'elle soit admise comme preuve, montrant un schéma de mauvaise conduite qui pourrait aider notre cas. Le lendemain matin, j'étais à ma visite de 30 minutes avec James quand j'ai entendu des cris dans le couloir en dehors de Lucine. La voix de Sandra a traversé les portes vitrées, criant que j'avais volé son bébé et exigeant de le voir tout de suite. La superviseure de la protection de l'enfance a sauté et s'est précipitée dehors pendant que je tenais James plus fort, regardant à travers la fenêtre comment Sandra bousculait 2 infirmières essayant d'atteindre les portes de Lucine. Les agents de sécurité sont arrivés en courant des 2 directions pendant que d'autres parents dans la salle d'attente attrapèrent leurs enfants et s'éloignaient de Sandra qui frappait maintenant sur l'entrée verrouillée de Lucine.
James a commencé à avoir du mal à respirer dans mes bras. Ses moniteurs bipaient alors que son niveau d'oxygène baissait, et l'infirmière a dû le prendre de moi pour ajuster son tube respiratoire, pendant que Sandra criait toujours à l'extérieur. Finalement, ils l'ont traîné à l'extérieur, mais pas avant que 3 autres familles aient vu tout cela. Et une maman pleurait, tenant ses jumeaux prématurés plus près. Le stress détruisait mon corps aussi. Ma production de lait a commencé à diminuer, peu importe combien je tirais mon lait ou combien d'eau je buvais ou quels suppléments je prenais. Les infirmières de l'usine ont dû commencer à donner du lait maternisé à James pour compléter le peu que je pouvais produire. Et la travailleuse de la protection de l'enfance a tout noté dans son carnet, documentant que je ne fournissais pas une nutrition adéquate pour mon fils. 3 semaines après sa naissance traumatique, James a développé un souffle au cœur qui s'est aggravé chaque jour jusqu'à ce que le cardiologue dise qu'il avait besoin d'une chirurgie immédiate pour réparer une malformation qui a probablement été causée par le stress de l'accouchement d'urgence. On m'a laissé m'asseoir dans la salle d'attente chirurgicale, mais je n'ai pas pu trouver les formulaires de consentement car les services de protection de l'enfance avaient eux la garde légale. J'ai donc dû regarder une assistante sociale que je n'avais jamais rencontrée signer la permission pour que la poitrine de mon bébé soit ouverte. La chirurgie a duré 4 heures, et j'ai passé chaque minute à arpenter la salle d'attente, à vérifier le tableau qui montrait qu'il était toujours en salle d'opération, à boire du café qui avait un goût de terre, et à regarder d'autres parents recevoir de bonnes nouvelles pendant que j'attendais. Le chirurgien est finalement sorti, l'air épuisé, et m'a dit que James avait survécu. Mais son cœur s'était arrêté 2 fois sur la table d'opération, et ils avaient dû travailler pour le réanimer les 2 fois. Mes jambes ont cédé, et je suis tombée lourdement au sol, me réveillant sur un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras, et un médecin qui expliquait que j'avais été admise pour déshydratation sévère et épuisement parce que je n'avais pas bien mangé ou dormi depuis des semaines. Alors que j'étais encore hospitalisée, une amie infirmière m'a envoyé un message en me disant que la sécurité de l'hôpital avait attrapé Sandra sur le parking avec des uniformes d'infirmière qu'elle avait volés quelque part, essayant de se faufiler dans l'usine par l'entrée des employés. Ils l'ont arrêtée pour intrusion et tentative d'entrée non autorisée. Mais quand l'affaire est allée au bureau du procureur, ils ont refusé de porter plainte, disant que Sandra avait besoin d'un traitement de santé mentale, pas de prison. Notre avocate était furieuse quand elle m'a appelée à ce sujet, surtout après ce qu'elle venait de découvrir sur notre cas. Elle avait obtenu l'accès au rapport de police original par la découverte et a constaté que quelqu'un l'avait modifié après la dénonciation initiale de Sandra, ajoutant des détails sur de prétendus mots-clés et des connexions de trafic qui n'étaient ainsi pas dans la version originale. Que Sandra utilise des uniformes d'infirmière volés pour se faufiler dans l'usine amène le « habille-toi pour le travail que tu veux » à un tout nouveau niveau de méchanceté, bien qu'elles aient clairement déjà maîtrisé l'art d'inventer des histoires. Les métadonnées de l'horodatage sur le fichier électronique ont montré que l'officier Mills était revenu et avait changé le rapport 3 jours après ma chirurgie d'urgence, falsifiant des documents officiels pour que leur cas paraisse plus solide. Elle était en train de préparer des accusations criminelles contre Mills lui-même lorsque le procureur a appelé avec une offre. Ils voulèrent que je plaide coupable d'un délit de mise en danger d'un enfant, que j'accepte 2 ans de probation et, en échange, ils retireraient toutes les autres accusations et je pourrais récupérer la garde de James dans 6 mois. Notre avocate a dit que c'était du chantage, qu'ils savaient que leur cas s'effritait et qu'ils voulaient sauver la face. Mais elle a aussi dit que ce pourrait être le moyen le plus rapide de récupérer James. J'ai dit non immédiatement parce que accepter cette affaire signifiait admettre que nous avions fait quelque chose de mal, alors que nous n'avions rien fait d'autre que de choisir un nom pour notre bébé. Mon mari n'était pas d'accord quand je lui ai dit ça cette nuit-là, appelant depuis le téléphone de son ami, puisque nous ne pouvions toujours pas avoir de contact direct. Il voulait accepter l'affaire juste pour mettre fin à ce cauchemar et ramener notre fils à la maison, disant que 6 mois, c'était mieux que les années que cela pourrait durer si nous continuions à nous battre. Nous avons fini par nous crier dessus au téléphone, notre première vraie dispute depuis que tout cela a commencé, lui disant que j'étais têtue et moi disant qu'il abandonnait. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas et une voix de femme a dit qu'elle était une journaliste qui avait reçu un tuyau de quelqu'un à l'hôpital sur notre cas. Elle voulait entendre notre version de l'histoire pour un article qu'elle écrivait sur le dépassement de pouvoir de la protection de l'enfance et la mauvaise conduite de la police. J'ai dit que je ne pouvais pas commenter les procédures judiciaires en cours et j'ai raccroché. Mais 3 jours plus tard, l'histoire a quand même été publiée avec le titre « Couple local accusé de vendre leur bébé à naître » sur la première page du site web d'actualité. Les commentaires sous l'article étaient pires que le titre lui-même. Les gens ont publié notre adresse,
nos numéros de téléphone, même des photos de notre maison qu'ils avaient prises ce matin-là. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt avec des numéros masqués qui laissèrent des messages sur ce qu'ils feraient aux vendeurs de bébés comme nous. Un homme a décrit en détail comment il nous ferait payer pour le trafic d'enfants innocents. Une autre femme a laissé 10 messages vocaux en pleurant sur le fait que nous ne méritions pas de vivre après avoir vendu des bébés. J'ai changé de numéro cet après-midi-là, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont obtenu le nouveau en quelques heures. Le téléphone de mon mari recevait le même traitement chez son ami où il logeait. Nous avons tous les deux dû obtenir de nouveaux numéros 3 fois cette semaine, avant d'en avoir finalement un qui n'était pas sur la liste. 4 jours après la publication de l'article, je me suis réveillée au son de coups sur la porte d'entrée à l'aube. J'ai regardé par le Judas et je n'ai vu personne. Mais quand j'ai ouvert la porte, de la peinture rouge coulait d'énormes lettres peintes à la bombe sur notre garage. Tueur de bébé couvrait toute la porte en lettres de 3 pieds de haut. La peinture était encore humide et coulait sur l'allée. J'ai appelé la police pour le signaler, mais l'officier qui est venu a juste haussé les épaules et a dit « À moins que vous n'ayez une vidéo de qui l'a fait, il n'y a rien que nous puissions faire. » Il n'a même pas pris de photo ni déposé de rapport. Il m'a juste dit d'acheter des caméras de sécurité et est parti. J'ai passé toute la matinée à essayer de le récurer, mais la peinture avait déjà séché sur le bois. Les voisins sont restés dans leur cour à me regarder frotter, se chuchotant entre eux. Personne ne s'est offert pour aider. 2 semaines plus tard, nous avons eu notre première audience au tribunal sur l'état de santé de James. Le médecin de Lucine est monté à la barre et a examiné les dossiers médicaux de James Page par page. Il a montré au juge comment James avait subi une hémorragie cérébrale due à un manque d'oxygène pendant l'accouchement retardé. Il a expliqué comment le retard de 43 minutes pendant que Mills se disputait sur la garde a directement fait que James a fait un code 2 fois pendant la chirurgie. Il a clairement déclaré que si j'avais été emmené en chirurgie lorsque le Dr Blake l'avait ordonné pour la première fois, James serait né en bonne santé. Le procureur a constamment fait objection, disant que le médecin spéculait, mais les dossiers médicaux montraient tout. Les horodatage ont prouvé que Mills m'avait fait saigner sur ce lit pendant près d'1 heure, pendant que mon bébé s'étouffait à l'intérieur de moi. Le médecin a dit que James aurait besoin d'années de thérapie pour ses retards de développement. Tout cela parce que 2 policiers pensaient que je simulais une urgence médicale. 3 jours après ce témoignage, notre avocate a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait jeter mon téléphone de l'autre côté de la pièce. L'officier Mills avait soudainement pris sa retraite avec une pension complète et des avantages, avec effet immédiat. L'enquête interne sur son comportement lors de mon urgence a été automatiquement close, car il n'était plus un employé. Le porte-parole du département a déclaré qu'il n'enquêtait pas sur les anciens officiers, de sorte que Mills ne ferait face à aucune conséquence pour avoir failli nous tuer. Il recevrait sa pension complète pour le reste de sa vie, pendant que mon bébé luttait contre les lésions cérébrales qu'il avait causées. Notre avocate a déposé des plaintes auprès du Conseil d'État, mais ils ont dit la même chose à propos du fait de ne pas avoir de juridiction sur les officiers à la retraite. Pendant ce temps, la protection de l'enfance nous a envoyé un épais dossier de conditions que nous devions remplir avant qu'ils n'envisagent même la réunification. Nous devions suivre des cours pour parents tous les mardis et jeudis soirs pendant 12 semaines, dans un centre à 40 miles de là. Nous devions subir des tests de dépistage de drogues aléatoires à nos frais, même si personne ne nous avait jamais accusés d'utiliser des drogues. Nous devions passer des évaluations psychologiques complètes par leurs fournisseurs agréés, qui facturaient $800 chacun et n'acceptaient pas les assurances. Nous devions faire inspecter notre maison mensuellement par des travailleurs de la protection de l'enfance qui se présentaient quand ils le voulaient. Le coût total s'est élevé à plus de 6 000 rien que pour le valuation et les secours, sans compter essence et le temps libre du travail. Nous avions peu et d'un autre 300 d'économie après avoir payé la caution de l'avocat. J'ai regardé le coffret à bijoux de ma grand-mère pendant 2 jours avant de finalement me rendre chez l'acheteur d'or. Son ensemble de bagues de mariage qu'elle a porté pendant 60 ans s'est vendu pour $400. Le collier de perles que mon grand-père lui a offert pour leur anniversaire m'a rapporté $200. La broche antique de sa mère a rapporté $300 de plus. J'ai vendu chaque pièce sauf une fine chaîne en or. J'ai utilisé l'argent pour payer nos évaluations obligatoires. La psychologue a passé 3 heures avec moi à me poser des questions sur mon enfance. Mon mariage, ma grossesse, tout sauf ce que Mills nous avait fait. Son rapport disait que j'avais un syndrome de stress post-traumatique sévère à cause de l'accouchement traumatisant et de la séparation forcée de mon bébé, mais que je ne représentais aucun danger pour les enfants. La protection de l'enfance a pris ce même rapport et l'a tordu, disant au juge
Son syndrome de stress post-traumatique la rendait trop instable pour être une mère en toute sécurité. Ils ont dit que j'avais besoin d'une thérapie approfondie avant de pouvoir m'occuper d'un bébé, ignorant qu'ils avaient causé le traumatisme en premier lieu. L'évaluation de mon mari a été pire parce qu'il a éclaté en sanglots en parlant de James, ce qu'ils ont documenté comme une instabilité émotionnelle. La même semaine, le patron de mon mari l'a appelé à une réunion avec les ressources humaines présentes. Ils avaient vu l'article de presse et avaient décidé que les accusations criminelles violaient la clause de moralité de leur entreprise, même si nous n'avions été condamnés pour rien. On lui a donné 15 minutes pour vider son bureau pendant que la sécurité le surveillait. Pas d'indemnité de départ, pas d'admissibilité au chômage, juste une résiliation immédiate après 5 ans d'évaluation parfaite. Nous vivions maintenant uniquement de mes indemnités d'invalidité, pour complications après l'accouchement traumatisant, à peine suffisant pour couvrir le loyer. 2 mois après ce cauchemar à l'hôpital, James était enfin assez stable pour quitter l'USIN. Mais au lieu de rentrer à la maison dans sa chambre, la protection de l'enfance l'a placé dans une famille d'accueil à 20 miles de là. La mère d'accueil semblait assez gentille et nous a envoyé des photos par l'intermédiaire de l'assistante sociale qui montrait James dans des vêtements propres, dans un joli berceau, étant tenu et nourri correctement. Voir ces photos d'étrangers s'occupant de mon bébé m'a détruite pire que tout le reste. Nous avions droit à exactement 2 visites supervisées par semaine dans un bâtiment gouvernemental du centre-ville. Chaque visite durait 1 heure dans une petite pièce avec des caméras et un travailleur de la protection de l'enfance qui observait chaque mouvement. James avait été avec la famille d'accueil pendant 3 semaines lors de notre première visite et ne nous connaissait plus. Quand je l'ai pris, il a crié et s'est tourné vers l'assistante sociale qu'il voyait tous les jours. Le travailleur a écrit dans ses notes que nous n'avions pas réussi à créer un lien avec l'enfant et qu'il montrait des signes de détresse en notre présence. Il n'a pas écrit que n'importe quel bébé pleurerait en étant confié à des étrangers dans un bâtiment gouvernemental froid. Lors de la 4e visite, James s'est calmé après environ 20 minutes, mais les dégâts étaient déjà faits dans leur documentation. La famille de Sandra a essayé d'aider en organisant une intervention chez elle, mais elle s'est enfermée dans sa chambre et a appelé la police. Sa sœur m'a dit plus tard que Sandra n'arrêtait pas d'insister sur le fait que nous étions des criminels qui avaient volé l'identité de son bébé mort à des fins de trafic. Elle avait des carnets remplis de preuves qu'elle avait recueillies sur nous, y compris des photos de notre maison qu'elle avait prises en secret pendant des mois avant de nous dénoncer. Son mari n'en pouvait plus et a demandé le divorce et la garde d'urgence de leurs 2 enfants vivants. Sandra a répondu en l'accusant de faire partie de notre réseau de trafic, disant qu'il nous couvrait parce que nous l'avions menacée. Le juge du divorce lui a ordonné de subir une évaluation psychiatrique, mais elle a refusé d'y aller. Notre avocat a passé des semaines à passer au crible les dossiers financiers pour le bureau du procureur et a trouvé quelque chose qui l'a fait haleter au téléphone. L'agence de soins d'accueil privé qui recevait des paiements pour le placement de James avait des contrats d'une valeur de millions avec le comté. 3 membres du conseil d'administration de cette agence avaient fait un don maximum à la campagne de réélection du procureur. Le beau-frère du procureur était un consultant rémunéré pour la même agence. Notre avocate a déposé une motion de conflit d'intérêts exigeant un procureur spécial, mais nous savions que cela prendrait des mois pour obtenir une audience à ce sujet. Il a fallu 3 semaines avant que le juge ne regarde même notre motion, et quand il l'a fait, il l'a qualifié de frivole. Il ne destituerait pas le procureur, mais a accepté que quelqu'un examine les dossiers de l'affaire de manière indépendante. Que Mills prenne sa retraite avec tous les avantages juste après ce témoignage accablant semble être une commodité suspecte. Je suis curieuse de savoir si quelqu'un de haut placé lui a suggéré de prendre ce parachute doré avant que les choses ne deviennent plus laides pour le département. Le réviseur a passé 2 jours à tout regarder et a écrit dans son rapport qu'il avait trouvé des problèmes importants avec la façon dont les preuves avaient été collectées et documentées. Il a énuméré 17 violations différentes de la procédure, y compris Mills modifiant le rapport de police après la dénonciation de Sandra et le procureur cachant des preuves qui nous aidaient. Mais il a ensuite écrit que malgré ces problèmes, l'accusation pouvait se poursuivre car les violations n'étaient pas assez graves pour faire échouer complètement l'affaire. Notre avocate a frappé le rapport sur son bureau si fort que son café s'est renversé partout. Le stress me détruisait de l'intérieur. Je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures d'affilée, et quand je dormais, je faisais des cauchemars sur James qui pleurait pour moi, pendant que des étrangers le tenaient. La nourriture avait un goût de carton, et j'ai perdu 20 livres en 3 semaines, même si j'étais censée me remettre d'une chirurgie majeure. Mon lait avait complètement séché parce que je ne pouvais pas l'allaiter. Un matin, je me suis réveillée, et je ne me souvenais plus quel jour nous étions, ni pourquoi mon mari était dans notre lit. J'ai pensé que c'était un intrus, et j'ai commencé à crier jusqu'à ce qu'il allume les lumières
et que je vois clairement son visage. Puis je me suis souvenu de tout et j'ai éclaté en sanglots. Mais la confusion continuait à se produire. J'oubliais où j'étais, où je pensais que j'étais encore enceinte, où je croyais que James était dans son berceau dans le couloir. Mon mari m'a trouvée debout dans la chambre du bébé à 3 heures du matin, berçant une couverture vide et lui chantant une chanson. Cela l'a suffisamment effrayé pour qu'il me conduise directement aux urgences, où j'ai été admise au service psychiatrique pour une évaluation. La psychiatre a diagnostiqué une psychose post-partum déclenchée par la séparation forcée de mon bébé, combinée au traumatisme de faillir mourir. Elle a dit que c'était en fait incroyable que je ne me sois pas effondrée plus tôt étant donné tout ce qui s'était passé. Je suis restée 1 semaine à ajuster les médicaments et à apprendre des stratégies d'adaptation, mais la protection de l'enfance l'a su immédiatement. Ils ont déposé des documents disant que mon effondrement mental prouvait que j'étais une mère inapte qui ne pouvait pas s'occuper d'un enfant en toute sécurité. Ils voulaient mettre fin à nos droits parentaux entièrement sur la base du fait que j'avais cherché de l'aide pour une condition qu'ils avaient causée. Lorsque l'audience a eu lieu, ma psychiatre a témoigné pendant 2 heures, expliquant que la psychose était le résultat direct d'avoir été séparée de force de mon nouveau-né pendant que je me remettais d'une chirurgie traumatisante. Elle a montré des scanners cérébraux et des tests hormonaux qui prouvaient que la séparation avait perturbé mon processus de liaison post-partum normal. Elle a dit qu'avec un traitement approprié et une réunification avec James, je me rétablirais complètement en quelques semaines. Mais la protection de l'enfance a fait venir son propre expert qui ne m'a jamais examiné et qui a seulement lu les notes d'admission. Il a témoigné que toute mère qui développait une psychose était dangereuse pour les enfants, quelle qu'en soit la cause. Il a dit « Elle pourrait éclater à tout moment et faire du mal à James, même si elle semble aller bien. » Le juge a dit qu'il avait besoin de temps pour examiner les 2 avis d'experts, ce qui signifiait un autre mois d'attente. Pendant ce temps, quelque chose a changé dans l'affaire car tout d'un coup, après 4 mois de visites supervisées dans des bâtiments gouvernementaux, la protection de l'enfance a approuvé des visites non supervisées chez nous 2 fois par semaine, pendant 4 heures à chaque fois. James avait presque 4 mois et ne nous connaissait pas du tout. La première visite à la maison, il a hurlé quand la travailleuse sociale est partie et n'a pas cessé de pleurer pendant 1 heure. Mais lentement, lors des visites suivantes, il a commencé à reconnaître ma voix et se calmait quand je chantais les chansons que je lui chantais pendant la grossesse. J'ai tout documenté avec des photos et des vidéos qui le montraient, nous souriant, tendant ses petites mains vers mon visage, s'endormant dans mes bras. Mon mari a installé des caméras dans chaque pièce pour enregistrer nos visites, prouvant que nous étions de bons parents. Nous avons transformé sa chambre en l'endroit le plus heureux possible avec des mobiles, des jouets et de la musique douce qui jouait toujours. Lors de la 6e visite à la maison, James s'est illuminé en nous voyant entrer et a tendu ses petits bras pour être pris dans ses bras. La travailleuse sociale a noté l'amélioration, mais a dit que ce n'était pas suffisant pour prouver que nous étions des parents sûrs à long terme. Ensuite, Sandra a violé l'ordonnance de non-contact que nous avions obtenue contre elle. Elle a envoyé 3 lettres à notre maison sur 2 jours, chacune plus troublante que la précédente. La première disait qu'elle nous pardonnait d'avoir volé l'âme de son bébé mort et de l'avoir utilisé à des fins maléfiques. La deuxième expliquait comment James Patrick était en fait son bébé avorté réincarné et que nous avions piégé son esprit dans le mauvais corps. La troisième avait des pages de versets religieux sur le vol et la damnation avec nos noms écrits dans ce qui ressemblait à du sang, mais qui s'est avéré être un marqueur rouge. Son mari nous a apporté les originaux lui-même, s'excusant encore et encore. Il a dit que Sandra empirait et avait construit un sanctuaire pour son bébé perdu, avec des photos de notre fils qu'elle avait volé sur les réseaux sociaux, avant que nous ne la bloquions. Il a essayé de la faire interner, mais elle a continué à passer les évaluations de base de santé mentale, en agissant normalement pendant de courtes périodes. Notre avocate a ajouté les lettres à notre dossier de preuve et a déposé une autre motion pour rejeter l'affaire en se basant sur la maladie mentale évidente de l'accusatrice. Le procureur a répondu en nous proposant un accord pour la première fois. Il retirerait toutes les accusations si nous acceptions de ne jamais poursuivre le département de police, la protection de l'enfance ou toute agence gouvernementale impliquée dans l'affaire. Notre avocate a expliqué « C'est eux qui admettent qu'ils vont perdre au procès. Mais ils veulent éviter de payer des dommages-intérêts. Elle nous a recommandé de refuser et de nous en prendre à eux pour tout ce qu'ils nous ont fait. Nous avons refusé l'accord et avons déposé une plainte civile fédérale le lendemain contre le département de police. L'officier Mills, personnellement, la protection de l'enfance et 3 travailleurs sociaux individuels. Nous avons demandé 10 millions de dollars en dommages et intérêts pour arrestation illégale, refus de soins médicaux,
séparation forcée de notre nouveau-né et harcèlement continu. L'avocat de la ville a déposé une motion pour rejeter notre procès en quelques heures, arguant que l'immunité gouvernementale protégeait toutes les personnes impliquées. Notre avocate a dit qu'elle s'y attendait et qu'elle avait préparé une réponse qui montrait que l'immunité ne s'appliquait pas lorsque les fonctionnaires violaient sciemment les droits constitutionnels. Puis tout a changé quand une infirmière de Lucien, nommée Sarah, a contacté notre avocate. Elle avait été licenciée 2 semaines après la naissance de James pour insubordination, mais c'était en fait pour nous avoir soutenus. Elle avait des enregistrements sur son téléphone de l'urgence lorsque Mills a retardé ma chirurgie. Elle avait commencé à enregistrer quand elle a réalisé qu'il me laissait saigner à mort et l'a enregistré en train de dire à Lee qu'il savait que les accusations de trafic étaient fausses, mais qu'il devait continuer puisqu'il nous avait déjà arrêtés. Il a dit qu'une fois qu'ils avaient commencé le processus, il ne pouvait pas reculer sans avoir l'air stupide et s'exposer à des poursuites. L'enregistrement était clair et le montrait en train de rire du fait que nous ne verrions jamais notre bébé grandir. Notre avocate a fait jouer l'enregistrement au procureur le lendemain matin, dans son bureau pendant que j'étais assise là à regarder son visage, passé de confiant à pâle à complètement vaincu. Il n'arrêtait pas d'arrêter l'enregistrement et de rejouer des parties, en particulier la section où Mills riait du fait que nous ne verrions jamais notre bébé grandir et admettait qu'il savait que les accusations de trafic étaient fausses depuis le début. Les mains du procureur tremblaient alors qu'il prenait son téléphone et appelait le bureau du procureur général de l'État pour signaler la mauvaise conduite de la police et la falsification de preuves. En 2 heures, des agents fédéraux se sont présentés au poste de police et ont arrêté Mills directement à son bureau devant tout le monde. Lee a vu Mills être emmené menotté et a immédiatement demandé un accord par l'intermédiaire de son avocat syndical. Il est allé au bureau du procureur cet après-midi-là et a passé 3 heures à faire une déclaration sous serment sur la façon dont Mills l'avait forcé à jouer le jeu avec la fausse arrestation. Bien qu'ils savaient tous les deux que le rapport de Sandra n'avait aucun sens, Lee a admis que Mills avait modifié le rapport de police a posteriori pour ajouter des détails qui n'étaient pas dans la plainte originale de Sandra et que Mills l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il ne soutenait pas l'histoire. Le procureur a retiré toutes les accusations contre nous le jour même avec préjudice, ce qui signifiait qu'il ne pourrait plus jamais nous accuser de quoi que ce soit lié à cette affaire. Le juge a signé l'ordonnance immédiatement et a ajouté un commentaire cinglant sur l'inconduite du procureur et la corruption de la police qui deviendrait une partie du dossier permanent du tribunal. Il a ordonné à la protection de l'enfance de nous rendre James immédiatement, mais le travailleur social a dit qu'ils avaient besoin de 30 jours pour traiter les documents et effectuer des visites à domicile et des vérifications des antécédents, même si nous avions déjà tout passé il y a des mois. Notre avocate a déposé une motion d'urgence sur place au tribunal et le juge a appelé les dirigeants de la protection de l'enfance dans ses appartements pour ce que l'huissier nous a dit plus tard être la plus forte crise de colère qu'il ait jamais entendue à travers ces portes épaisses. Parlant de l'effet domino classique. Une infirmière avec un enregistrement téléphonique a fait tomber tout un système corrompu plus rapidement que Mills ne pouvait dire. Immunité qualifiée. Le juge est sorti et a signé une ordonnance exigeant que James nous soit rendu à 20h ce soir-là. Sinon, il tiendrait l'ensemble du département de la protection de l'enfance en outrage et commencerait à emprisonner les superviseurs. La mère d'accueil a ramené James à notre maison à 19h45 avec 2 sacs poubelles de ses vêtements et jouets et un dossier de ses dossiers médicaux de ses 5 mois en famille d'accueil. Elle pleurait en me le remettant, disant qu'elle avait appris à l'aimer, mais qu'elle avait toujours su qu'il appartenait à ses vrais parents et qu'elle était désolée pour tout ce que nous avions traversé. James avait 5 mois et n'avait aucune idée de qui nous étions, détournant son visage quand j'essayais de l'embrasser et tendant la main vers la mère d'accueil alors qu'elle se dirigeait vers la porte. J'ai passé toute cette première nuit assise dans sa chambre, le tenant pendant qu'il dormait, craignant que si je le posais, il ne disparaisse à nouveau, sentant son poids dans mes bras et sentant ses cheveux et essayant de mémoriser chaque détail de son visage. Mon mari s'est assis sur le sol à côté du fauteuil à bascule avec la main sur mon genou, pleurant tous les deux en silence pendant que James dormait entre nous. Enfin à la maison, mais se sentant comme des étrangers pour notre propre fils. 3 jours plus tard, à 2h du matin, nous nous sommes réveillés au son de coups sur la porte d'entrée et avons vu Sandra essayant d'entrer avec un pied de biche, criant que nous avions volé son bébé et qu'elle allait le reprendre. Mon mari a appelé le 911 pendant que j'attrapais James de son berceau et que je m'enfermais dans la salle de bain, écoutant Sandra briser des fenêtres et crier que James Patrick était le nom de son bébé mort et que nous n'avions pas le droit de l'utiliser. La police l'a trouvé dans notre jardin essayant de grimper par la fenêtre de la chambre du bébé, couverte de sang à cause des éclats de verre,
criant toujours à propos de son bébé même lorsqu'ils lui mettaient les menottes. Ils l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique pour une mise en détention involontaire après que l'officier ait vu l'effondrement total de la réalité, et son mari nous a appelés le lendemain matin en sanglotant et en s'excusant et en nous suppliant de ne pas porter plainte. Il a expliqué que Sandra avait perdu une grossesse il y a des années à 6 mois et avait choisi le nom James Patrick pour ce bébé. Et nous voir utiliser le même nom avait déclenché un effondrement psychotique complet où elle croyait que nous avions littéralement volé l'âme de son vrai bébé. Il a amené leurs 3 enfants cet après-midi-là pour qu'ils rencontrent leurs cousins. Et pendant 20 minutes dans notre salon, nous nous sommes sentis comme une vraie famille. Pendant que les enfants jouaient avec James et demandaient s'ils pouvaient s'occuper de lui quand il serait plus grand, nous avons convenu de ne pas porter plainte si Sandra restait en traitement et prenait ses médicaments, et son mari a promis de s'assurer qu'elle ne nous contacterait plus jamais une fois qu'elle serait assez stable pour comprendre ce qu'elle avait fait. La plainte civile a été réglée 2 semaines plus tard pour 1,2 million de dollars, assez pour payer les factures médicales et nos dettes, et créer un fonds universitaire pour James. Bien que la ville n'ait admis aucune faute et ait scellé tous les dossiers, Mills a perdu sa pension et a fait face à un procès pénal pour détention illégale, falsification de preuves et violation des droits civils sous le couvert de la loi, ce qui pourrait signifier jusqu'à 20 ans en prison fédérale. Mon mari et moi avons commencé une thérapie de couple car le traumatisme nous a presque détruits, avec lui qui se blâmait de ne pas nous avoir mieux protégés, et moi qui ne pouvais pas lui pardonner d'avoir été arrêté et de m'avoir laissé seul, même si ce n'était pas de sa faute. Le thérapeute nous a aidés à comprendre que nous étions tous les deux des victimes, et qu'aucun de nous n'aurait pu empêcher ce qui s'était passé. Et lentement, nous avons appris à nous faire confiance à nouveau, au lieu d'attendre constamment le prochain désastre. James a commencé à atteindre ses étapes de développement rapidement une fois qu'il était à la maison, roulant, s'asseyant et babillant constamment, même s'il ne nous a toujours pas reconnus comme ses parents pendant des semaines. Puis, un matin, quand je suis allée le chercher dans son berceau, il a levé ses bras et a dit « Maman », aussi clairement que le jour. Et je me suis assise sur le sol de sa chambre en pleurant pendant 1 heure pendant qu'il jouait avec ses jouets et continuait à le dire encore et encore. Mills a été reconnu coupable 8 mois plus tard et le juge l'a condamné à 18 mois de prison fédérale, ce qui n'était pas suffisant pour ce qu'il avait fait. Mais le voir menotté et en combinaison orange nous a donné une certaine paix. L'hôpital nous a invités à une cérémonie où ils ont annoncé de nouvelles politiques sur l'interférence de la police dans les soins médicaux, l'appelant la loi de James, qui exige que les officiers se réfèrent au personnel médical lors des urgences et que ce soit un crime de retarder un traitement vital. 1 an plus tard, nous avons installé la chaise haute de James dans notre jardin, avec un petit gâteau pendant que mon mari faisait griller des hamburgers pour les quelques membres de la famille qui nous parlent encore. Le facteur m'a remis une carte avec l'adresse de retour du centre de traitement de Sandra, et à l'intérieur, elle avait écrit 3 mots d'une écriture tremblante. Je suis vraiment désolée. La première vraie excuse que nous avions reçue d'elle. James s'est barbouillé le visage de glaçage bleu pendant que le cousin de mon mari prenait des photos, et sa maman a aidé à nettoyer le désordre. Tous faisant semblant que l'année dernière ne s'était pas produite. 2 semaines après la fête, mon mari est rentré à la maison avec une boîte de son ancien bureau car le propriétaire d'une start-up technologique, qui avait suivi notre affaire en ligne, lui avait offert un poste de senior avec des avantages complets et des horaires flexibles. Il a commencé le lundi suivant, et son premier chèque de paie a couvert toutes les dépenses de notre mois, plus un supplément pour commencer à rembourser la dette légale qui nous avait écrasés. L'infirmière de l'USIN qui avait gardé cet enregistrement nous a appelés pour nous dire qu'elle avait reçu son chèque de règlement en tant que lanceur d'alerte pour 80 000 $ et qu'elle s'était déjà inscrite à l'école d'infirmière pour devenir défenseur des patients. Elle nous envoyait des mises à jour toutes les quelques semaines sur ses cours et sur la façon dont notre affaire avait inspiré ses professeurs à ajouter un nouveau programme sur la façon de s'opposer au dépassement de pouvoir des forces de l'ordre. Le législateur d'État a contacté notre avocat pour témoigner lors d'audience pour 3 projets de loi différents qu'il rédigeait en se basant sur ce qui nous était arrivé. Nous avons conduit 4 heures jusqu'à la capitale et je me suis assise à une longue table avec un microphone pendant que les sénateurs posèrent des questions sur Mills qui retardait ma chirurgie et la protection de l'enfance qui prenait James sans preuve. Les projets de loi ont été adoptés 2 mois plus tard, exigeant que la police se réfère au personnel médical lors des urgences, l'enregistrement obligatoire de toutes les rétentions de garde et un examen judiciaire immédiat des séparations d'urgence.
Le mari de Sandra nous a apporté une enveloppe épaisse, 6 mois après qu'elle ait commencé le traitement avec une lettre de 10 pages qu'elle avait écrite pendant les séances de thérapie. Elle expliquait comment perdre sa grossesse avait brisé quelque chose dans son esprit, et nous voir utiliser le nom James Patrick lui avait fait croire que nous avions littéralement volé l'âme de son bébé mort. Elle a écrit qu'elle comprenait qu'elle ne connaîtrait jamais James et acceptait cela comme une conséquence de ce qu'elle avait fait. Mais elle voulait que nous sachions qu'elle prenait ses médicaments et travaillait à s'améliorer. 1 an de plus est passé et je suis retombée enceinte, cette fois d'une fille que nous avons décidé de nommer Hope, et l'accouchement s'est déroulé dans le même hôpital. Mais c'était complètement différent. Pas de menottes, pas d'officier, pas de menaces. Juste mon mari me tenant la main pendant que les infirmières, certaines des mêmes qu'avant, célébraient avec nous quand Hope est arrivée en bonne santé et en criant. Nous l'avons ramenée à la maison 2 jours plus tard pour qu'elle rencontre James, qui marchait maintenant partout et se mettait dans tout. Et il essayait toujours de partager ses goldfish crackers avec elle. Il la pointait du doigt et disait « Bébé », encore et encore, puis courait chercher ses jouets pour les lui montrer, même si elle était trop petite pour jouer. Le pédiatre a dit qu'il atteignait toutes ces étapes de développement parfaitement, sans aucun signe du traumatisme de ses 5 premiers mois, ce qui a semblé être un miracle compte tenu de tout. Nous sursautons toujours quand quelqu'un frappe trop fort à la porte, et mon mari vérifie toujours les serrures 3 fois avant de se coucher, et je fais toujours des cauchemars sur le visage de Mills. Mais nous avions notre famille ensemble, sous un même toit sans visite supervisée, ni travailleurs sociaux, ni date de tribunal. Juste des problèmes normaux comme James qui refuse de manger des légumes et Hope qui nous garde éveillés toute la nuit. Notre conseiller conjugal a dit que nous avions fait des progrès incroyables en apprenant à faire confiance à nouveau après que le système ait essayé de nous détruire, utilisant notre amour contre nous. Le travail de mon mari se passait bien et nous avons remboursé la moitié de la dette légale et avons même ouvert un petit compte d'épargne pour les fonds universitaires des enfants. James ne se souviendrait jamais de ces mois horribles en famille d'accueil ou de Lucine où il avait pleuré pour des parents qui ne pouvaient pas venir, mais nous nous en souviendrions pour lui. Nous avons gardé chaque document, chaque photo, chaque pièce de preuve dans une boîte dans notre placard, car un jour, il serait assez grand pour connaître son histoire. Pour l'instant, cependant, il n'était qu'un petit garçon heureux qui aimait sa petite sœur et ses camions jouets, et n'avait aucune idée que son nom nous avait presque tout coûté. Mec, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe dans la tête de Sandra quand elle écrit ses lettres d'excuses. 3 mots, 1 mois, 10 pages le suivant. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir accompagné dans tout cela. Aime la vidéo. Cela aide plus que tu ne le penses.